Donc, on va laisser la parole à Nathalie Jomard, qui est notre brillante vice-présidente, qui est surtout praticien hospitalier à Lyon Sud et qui va nous parler carence en vitamine C et scorbut. Nathalie, je te laisse la parole. Hop. Est-ce que ça marche bien? Bon, je pense que oui. Donc, merci à tous. C'est vraiment un grand honneur de commencer ce premier webinaire de la JG. Ça nous tenait vraiment à cœur de pouvoir échanger ensemble. Et du coup, voilà, donc je remercie bien sûr toute l'association pour cette mise en place. Et puis, je vais surtout remercier Morgane Huet, qui est une ancienne de nos internes, avec qui on avait commencé à travailler sur la vitamine C. Et puis, on s'est dit que finalement, tout travail mérite d'être un peu valorisé. Et donc, à l'occasion de cette semaine de la dénutrition, pourquoi pas valoriser nos petites recherches sur le scorbut. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, comme toujours en médecine, on va partir d'une situation clinique, c'est celle d'une patiente de 85 ans qui était en soins de suite et de réadaptation après une prothèse de hanche suite à une chute et qui est transférée au court séjour dans un contexte de décompensation cardiaque. Une dame qui a des antécédents de fibrillation auriculaire, qui n'a pas été anticoagulée en raison d'antécédents d'hémorragie digestive sur un ulcère gastrique et qui présente par ailleurs une gonarthrose assez évoluée avec une impotence fonctionnelle. Cette dame sort très peu de chez elle et a des aides à domicile pour les actes de la vie courante. Donc, cette patiente arrive au court séjour et en dehors des signes classiques d'insuffisance cardiaque, on retrouve une très grande asthénie, un purpura échymotique un peu diffus avec des phlyctènes hémorragiques sur les membres inférieurs et une fissure superficielle du pli inguinal gauche. Donc, la biopsie revient avec une hyperkératose non spécifique et une immunofluorescence négative, puisque devant ces phlyctènes un peu étendus, on nous avait quand même suggéré d'éliminer une dermatose bulleuse. Cette dame a par ailleurs une anémie normocytaire, n'a pas de thrombopénie, pas de trouble de coagulation, un bilan vitaminique B9, B12 qui est plutôt normal. Et nos collègues de soins de suite et de réadaptation avaient lancé un dosage de la vitamine C devant ces ecchymoses un petit peu diffus. Et là, bingo, la vitamine C effondrée inférieure donc à 6 micromoles par litre, ce qui veut dire qu'on est face à une patiente qui a une hypovitaminose C sévère et symptomatique. C'est donc la définition même du scorbut. Donc, le scorbut, c'est quand même une maladie qu'on a plutôt associée aux grandes épopées maritimes du XVIe, XVIIe siècle, où les marins qui faisaient ces longues traversées à manger que du poisson sec et salé finissaient par mourir dans des hémorragies digestives massives. Et cette maladie a donc été beaucoup décrite à cette époque-là. En 2617, John Woodall a alerté sur le fait de peut-être donner des fruits et des légumes aux marins, mais il n'a pas été entendu. Et finalement, le mérite du scorbut, et en tout cas de son traitement, a été attribué à James Lind, un médecin écossais de la marine britannique, qui a réalisé ce qu'on pourrait dire un des premiers essais thérapeutiques de l'histoire. Donc, on en parlera juste après. Entre-temps, il faut quand même savoir que c'est une maladie que l'on voit toujours, qui a été responsable de plus de 2 millions de morts et que l'on peut revoir notamment dans les épisodes de guerre ou de famine. Donc, il y a eu des grandes famines, même en Europe au XIXe siècle et même plus récemment sur certaines guerres comme en Afghanistan, où il y a à nouveau eu des cas de scorbut un peu épidémiques sur des populations qui n'avaient plus accès à l'alimentation équilibrée. Donc, pour revenir sur ce premier petit essai thérapeutique contrôlé, il y avait 12 marins sur le bateau du Dr Lind qui avaient un stade de scorbut assez avancé avec des hémorragies digestives. Et il en a mis 2 à prendre une pinte de cidre, 2 à prendre du vinaigre, 2 à prendre de la pâte d'orgeat, 2 à prendre de l'eau de mer, malheureusement pour eux, et 2 de l'acide sulfurique, et enfin 2 des oranges et du citron. Et miraculeusement, les 2 qui prenaient les oranges et du citron se sont améliorés, ont arrêté leur hémorragie très rapidement. Et donc, le Dr Lind a fait distribuer le jus de citron dans la marine britannique, puis cela s'est répandu ensuite dans les autres pays.
Finalement, l'identification précise de la vitamine T date de 1933 par le docteur Albert Svent-Györgyi, qui lui a valu d'ailleurs le prix Nobel. Et la même année, il a pu être synthétisé l'acide ascorbique via ces deux scientifiques, le docteur Norman Haworth et Tadeusz Reinstein. Donc, de base, la vitamine C est une vitamine hydrosoluble qui est synthétisée normalement au niveau hépatique chez tous les vertébrés, sauf chez les primates, dont l'homme, puisque nous ne disposons plus de cette petite enzyme, la L-gluconolactone oxydase, qui transforme dans l'initiation, qui transforme et qui permet d'obtenir de l'acide ascorbique. La vitamine C a été rapidement identifiée comme un agent antioxydant avec un rôle très intéressant sur le stress oxydatif, mais également un rôle indispensable dans la stabilité du collagène des parois vasculaires, puisqu'elle va permettre de transformer le procollagène en collagène et donc empêcher que les parois des vaisseaux s'effritent à la moindre stimulation. Elle intervient ici comme synthèse des précurseurs de catécholamines, notamment la dopamine et la noradrénaline, et même plus généralement dans plusieurs synthèses de neurotransmetteurs. C'est également un facteur important dans le métabolisme du fer et elle contribue aussi, et c'est de façon un petit peu plus récente, à la stabilité de la vitamine E, de l'acide folique et aurait peut-être un rôle dans la régulation de la transcription génique. Donc, si on regarde les données épidémiologiques, en population générale, la dernière étude que j'ai trouvée est quand même assez ancienne, date de 1994, mais portait sur quand même plus de 1108 sujets. Et on voyait que chez les patients de plus de 65 ans, cela touchait près de 20% des hommes et 15% des femmes. Donc là, on est vraiment en population générale. Et de façon globale, ça correspondait à 9% des sujets qui avaient une carence en vitamine C. Aux États-Unis, on est sur des taux à peu près similaires, entre 7 et 13% selon les catégories sociales, avec significativement un taux plus bas chez les patients qui avaient un niveau socio-éducatif bas, mais également chez les hommes, chez les fumeurs et chez les personnes obèses. En Angleterre, dans une étude sur une population plutôt pauvre, on voit que le taux peut atteindre jusqu'à 25% des hommes et 16% des femmes, et ce, quel que soit l'âge. Et dans les données des populations hospitalisées, la carence en vitamine C est, elle, beaucoup plus importante. Cette étude australienne, qui est assez récente, de 2019, montrait un taux inférieur à 11 micromoles dans plus de la moitié, presque la moitié des patients hospitalisés, quel que soit leur âge. Et cela était corrélé à la présence de comorbidités, notamment respiratoires, cardiovasculaires, mais également à des antécédents de chute. Ces patients avaient souvent une durée moyenne de séjour plus allongée et on voit que chez les patients carencés, plus de 82% étaient des patients de plus de 65 ans. En Angleterre, enfin, dans une étude spécifique chez les patients de plus de 65 ans, ils avaient montré que la diminution de la vitamine C était corrélée à la présence souvent d'un syndrome inflammatoire biologique avec une explication plutôt physiopathologique, de dire qu'en cas d'inflammation dans le sang, la vitamine C en fait était attirée dans les leucocytes, donc le taux sanguin baissait et le taux sanguin était donc peu fiable en cas de syndrome inflammatoire. De façon, dans cette étude, il dosait donc la vitamine C à l'intérieur des globules blancs, mais il retrouvait là encore un taux beaucoup plus bas chez les sujets âgés. Enfin, en France, deux petites études sur 200 patients et en USLD. Et là, on se rend compte que près d'un cinquième des patients étaient atteints d'une carence plus ou moins sévère, mais parfois totalement de façon asymptomatique. Donc finalement, on voit qu'il y a bien des facteurs de risque de scorbut, même dans les populations actuelles dans les pays développés, qui peuvent être en lien avec des défauts d'apport. C'est la première cause de carence en vitamine C. Ce sont les patients qui vont être souvent mal nourris, donc des populations précaires, isolées, âgées ou des patients avec des troubles psychiatriques. La part de la population qui a des défauts d'absorption, notamment des maladies de Crohn, de Whipple, etc., est quand même beaucoup plus négligeable.
il a tout de même été montré que les besoins étaient augmentés en cas d'agression métabolique intense et de longue durée, notamment les cancers ou la maladie le sida. On retrouvait aussi des besoins augmentés chez les fumeurs et chez les patients éthyliques chroniques. Donc chez les éthyliques, c'est un petit peu probablement aussi en lien avec des défauts d'apport. Enfin, une étude qui avait été menée chez des sans domicile fixe à Paris. Et là, le taux de scorbut biologique est assez impressionnant puisque 72% des patients avaient un taux inférieur à 6 micromoles. Donc, ce petit point nutrition, c'est pour rappeler que finalement, les recommandations nutritionnelles pour la population sont d'apport de 120 mg de vitamine C par jour chez les patients âgés de plus de 75 ans, sachant qu'il faut 3 mois de carence absolument complète, c'est-à-dire aucun apport quasiment en fruits ou en légumes pour développer des symptômes. Donc, les manifestations cliniques du scorbut, sur le plan général, cela va commencer par une asthénie avec une aggravation qui peut être progressive et qui peut aller jusqu'à la clinophilie quasi totale. Et puis, assez rapidement, développement de myalgie diffuse et d'œdème des membres inférieurs avec du coup des douleurs musculosquelettiques qui peuvent là encore entraîner une impotence fonctionnelle et qui peuvent être liées à la survenue d'hémorragies intramusculaires. On voit donc sur le plan cutané, donc là, c'est des photos de notre patiente, un purpura pétéchial des membres inférieurs qui s'est installé. Donc là, par contre, c'est une photo d'un article de l'Académie de dermatologie qui montre au dermatoscope les lésions pathognomoniques du scorbut, à savoir une hyperkératose folliculaire et des hémorragies périfolliculaires. Ensuite, en l'absence de traitement, la phase 2, c'est le développement de ce syndrome hémorragique avec des ecchymoses sous-cutanées spontanées, des hématomes un peu diffus qui peuvent aussi se compliquer d'hémorragie digestive, gynécologique ou cérébrale. Dans les manifestations cutanées plus précises, on a également ces cheveux ou poils en tire-bouchon qui sont aussi très caractéristiques du scorbut. Le scorbut était connu pour ses manifestations bucco-dentaires avec la gingivite hypertrophique et hémorragique et la parodontolyse, donc la chute des dents, que l'on verra peut-être un petit peu moins chez le sujet âgé, car il faut forcément que le patient ait encore toutes ses dents pour que ce mécanisme s'applique. En l'absence de traitement, le scorbut, c'est une maladie qui conduit au décès à cause de cette aggravation des hémorragies, mais aussi avec un risque de surinfection. Et petite parenthèse pour préciser que la vitamine C a un lien avec l'insuffisance cardiaque qui a été montré dans de nombreuses études, notamment corréler un taux bas de vitamine C dans le sang ou des carences d'apport augmentait le risque de survenue d'événements cardiovasculaires dans la population générale. Et au contraire, un taux élevé de vitamine C prévenait de l'insuffisance cardiaque. Le petit schéma de cette étude coréenne montrait qu'en cas de syndrome de vitamine C en taux satisfaisant dans le sang, même s'il y avait de l'inflammation dans le sang, on avait beaucoup moins d'événements cardiovasculaires. Au contraire, chez des patients qui étaient carencés en vitamine C, non seulement ils avaient un taux d'événements cardiovasculaires qui était augmenté, mais ce nombre d'événements était encore plus majoré à partir du moment où ils avaient un syndrome inflammatoire. Donc, le diagnostic est finalement plutôt simple. Il suffit de faire un dosage sanguin de l'acide ascorbique et on parle de scorbut à partir du moment où la scorbémie est inférieure à 11 micromoles par litre, sachant qu'il faut pour cela qu'on n'ait pas un syndrome inflammatoire trop important. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en cas de CRP très élevé, l'acide ascorbique va rentrer dans les globules blancs et du coup, le stock sanguin va baisser. Le dosage ne doit pas être systématique, il doit être fait uniquement en cas de symptômes évocateurs et puisque finalement le traitement, c'est-à-dire l'administration de vitamine C, est beaucoup moins coûteux que le dosage en lui-même. La biopsie cutanée peut être intéressante car elle apporte le diagnostic de certitude, notamment si elle met en avant cette hémorragie périfolliculaire avec l'hyperkératose et ces follicules pileux très irréguliers avec ces tiges de cheveux enroulées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, comme nous, notre patiente avait bien un scorbut biologique, mais on n'avait pas identifié cela sur la biopsie cutanée.
Donc, le traitement est assez simple, de la vitamine C, 1 gramme par jour pendant 15 jours, puis 500 mg par jour pendant 1 mois minimum, avec une efficacité assez incroyable dès 48 heures sur le syndrome hémorragique et à partir de 2 semaines sur l'état général. On recommandera alors aux patients une alimentation équilibrée qui puisse inclure 1 à 2 fois les références nutritionnelles pour la population, c'est-à-dire les fameux 5 fruits et légumes par jour. Finalement, on n'a pas d'indication, notamment en prévention, si le patient a une alimentation équilibrée, mais dans nos populations à risque, et notamment chez les patients âgés, isolés ou en institution qui vont peu manger de fruits et de légumes frais, il peut y avoir un intérêt à supplémenter assez facilement. Il y a une indication très récente en post-opératoire sur les chirurgies du poignet pour éviter l'algoneurodystrophie, donc à visée préventive, quel que soit le statut en vitamine C du patient. En conclusion, le scorbut et l'hypovitaminose C est assez fréquente chez les patients âgés. C'est quand même une maladie qui évoque l'inégalité et la précarité, ce qui paraît quand même assez insupportable de nos jours de voir des patients décédés de cette pathologie-là. Il faut quand même y penser assez rapidement devant une asthénie persistante avec des ecchymoses ou un purpura des membres inférieurs. Et même sans faire le dosage, le traitement est tellement simple et sans danger qu'on peut quand même le mettre en place. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci pour ta présentation. Il y a eu quelques questions, dont certaines qui se recoupent. Le premier domaine, c'est sur le dosage et les techniques de dosage. Je ne sais pas si tu as des éléments là-dessus sur leur fiabilité et notamment été évoquées les difficultés de transport jusqu'au laboratoire. Alors, ce qu'il disait effectivement, c'est que le dosage, la vitamine C se dégrade très vite, notamment au soleil. Et du coup, les prélèvements doivent normalement être acheminés à froid dans des emballages spécifiques. Donc, en fait, en pratique courante, finalement, le dosage, ce n'est pas forcément ce qui va le aider au diagnostic. On peut le faire et puis essayer de traiter assez vite. Voilà, donc il y a 2 types de dosage. Il y a le dosage dans la circulation sanguine standard et il y a le dosage en intraleucocytaire, mais qui est vraiment du domaine plutôt de la recherche et très spécifique. Donc ça, ce n'est pas en pratique courante qui va être fait. D'accord. Et il est pris en charge par la sécurité sociale, tu sais ou pas ça? Ah, j'ai pas pensé à demander, je me renseignerai. Tu peux prendre le mail de cette personne et on lui donnera réponse directement. Il m'a envoyé son mail pour cette question. Non, j'ai pas pensé à. Faut que je regarde sur la. J'ai pas pensé à vérifier cette information, ouais. Je D'accord. regarderai. Et après, il y a plusieurs questions sur comment dire, dans les circonstances inflammatoires, du coup, quand un syndrome inflammatoire persiste, puisque manifestement le dosage n'est pas pertinent, est-ce que certains évoquent éventuellement l'intérêt de faire des biopsies directement, d'autres de traiter directement? Est-ce qu'on a une idée de la conduite à tenir quand le syndrome inflammatoire persiste? Alors, ce qu'ils disent, c'est que honnêtement, sur un patient qui a un syndrome inflammatoire biologique au long cours, il va avoir une consommation de sa vitamine C. Ça fait partie des patients qui sont donc à risque de faire des lésions. Donc, il ne faut pas hésiter à traiter. Et s'il y a des lésions cutanées en plus évocatrices de scorbut, il y a vraiment indication à les traiter de façon systématique pour éviter que les choses se dégradent. Après, faire la biopsie, pourquoi pas, ça effectivement peut apporter un argument diagnostique, mais ça ne doit pas retarder de mettre en route une supplémentation en vitamine C, surtout si le patient il a déjà une anémie et puis des ecchymoses un peu diffuses, quoi. Ok. Parce que finalement, ce que disaient aussi certains auditeurs, c'est que c'est finalement assez aspécifique comme signe clinique pour y penser. Et du coup, voilà, donc sur quel point d'appel précis on va doser? Alors, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment y penser chez des patients qui sont dans les situations à risque. Donc, nous, on voit par exemple cette dame avec sa gonarthrose, elle sortait plus de chez elle, donc elle avait que des plats quasiment préparés tout prêts, elle faisait plus le marché, etc. Donc, elle n'avait pas d'apport vraiment en fruits et légumes frais réguliers. Chez des patients qui sont en institution où honnêtement, ils ont de plus en plus de la cuisine
industriels livrés, ben, il faut aussi y penser. Nous, on a quand même eu 4 cas dans le service depuis le mois de mars, hein, donc je trouve quand même que c'est quand même assez intéressant. Et à chaque fois, c'était des présentations avec des ecchymoses multiples diffuses chez des gens qui n'avaient pas d'anticoagulants, qui n'avaient pas de troubles de coagulation, qui n'avaient pas d'autres carences vitaminiques. Et finalement, on a fait le dosage en se disant, ben, on va voir, mais bon, attends, le scorbut au 21e siècle, ça va. Et puis finalement, c'est revenu gagnant à chaque fois. Et effectivement, par contre, l'amélioration, c'est super, quoi. Les patients, en l'espace de même pas 10 jours, ils ont quasiment plus d'ecchymose sur les bras, sur les jambes. Donc voilà, il y a quand même un intérêt. On n'a rien à perdre à traiter et ça peut vraiment apporter du plus aux patients. Donc des fois, pourquoi voilà, peut-être pas trop s'embêter à chercher à tout prix une confirmation à 100% du diagnostic, ça coûte pas grand-chose et puis ça peut pas faire de mal. Alors, du coup, il y a des gens dans l'audience qui ont la réponse, et notamment Catherine Gir, mon ancienne chef, qui dit que c'est 40 € avec remboursement Sécu sur prescription médicale selon les recommandations de la HAS. Comme ça, je communique à tout le monde. Et qu'est-ce que j'allais dire? Effectivement, par rapport à ce que tu disais, à la simplicité de supplémentation, certains se posent la question d'une supplémentation systématique, notamment en EHPAD. D'autres font le lien avec les événements actuels et demandent s'il y a une efficacité sur épisode infectieux viral. Alors, nous, on a tendance quand même à beaucoup le mettre. On est en unité Covid actuellement et on a tendance quand même à beaucoup le prescrire, hein, la vitamine C chez les patients. Voilà, pas parce qu'on sait qu'en plus, c'est pareil, ils n'arrivent pas à prendre les fruits, les légumes. Là, en étant hospitalisés, ils sont quasiment anorexiques. Donc, voilà, on sait que ça va pas leur faire de mal d'avoir un comprimé de vitamine C en plus dans la journée. Et encore une fois, il n'y a vraiment pas de risque, quoi. Je crois que la seule contre-indication, c'est chez les gens qui ont une hyperoxalémie, voilà, où il y a peut-être des petits risques, mais c'est quand même pas la grande majorité des patients. Donc voilà, nous, on a tendance à le faire quasiment systématiquement dès que le patient a une diminution de ses apports alimentaires. Très bien. Alors, il y avait d'autres questions, mais je pense qu'il faut qu'on passe au sujet suivant. Éventuellement, je te les transmettrai et puis on verra comment on s'organise. Merci beaucoup. De rien.